Bien, donc, pour commencer, donc, revenons sur la physiologie de l'audition. Donc, l'oreille externe et l'oreille moyenne ont un rôle important dans la transmission de l'audition. D'une part, le pavillon auriculaire va contribuer à diriger le son vers le méa acoustique externe. L'homme est un animal qui a un certain nombre de qualités, mais qui en a perdu également certaines, et notamment le pavillon auriculaire humain n'est plus mobile, comme il l'est chez certains animaux. Il n'y a que quelques individus, en général près du radiateur au fond de l'amphi, qui arrivent à faire bouger leurs oreilles pour faire rigoler tout le monde. Mais ça reste limité. Quand on examine, quand on explore quand même chirurgicalement la région, on retrouve des petits reliquats, des muscles moteurs du pavillon auriculaire, mais enfin ça n'a plus de rôle dans l'amplification de l'audition. Cela dit, vous faites très facilement l'expérience que si vous décollez simplement le pavillon de l'oreille en plaçant le doigt derrière, eh bien, vous gagnez un peu d'audition. On gagne environ 4 à 5 décibels, et ce qui n'est pas négligeable. Et si vous mettez la main en cône comme ça, eh bien, vous gagnez encore un petit peu plus d'audition. C'est une illustration de ce rôle du pavillon. Le méa acoustique externe, lui, ne va faire que transmettre le son vers le tympan. Notion simple et de bon sens, pour que le son soit transmis normalement, il faut que le conduit auditif externe soit libre et donc qu'il ne soit pas bouché. La cause la plus fréquente peut être un banal bouchon de cérumen qui vient obturer le conduit, mais quelquefois, il existe des malformations du conduit auditif externe qui est plus ou moins sténosé. Et on voit aussi parfois la partie antérieure du conduit qui est pratiquement fermée, qui ne s'ouvre pratiquement que quand on tire légèrement le pavillon en arrière. Donc, avant de se lancer dans des explorations très compliquées, il faut avoir un petit peu de bon sens et commencer par un examen classique. Ensuite, le tympan. Eh bien, le tympan est une membrane vibratoire et donc qui va transmettre les sons vers l'intérieur, vers la chaîne des osselets. Cette chaîne ossiculaire va avoir un rôle d'amplification. Ce n'est pas uniquement un rôle de transmission, mais par ces notions de bras de levier que représentent ces osselets, il y a une amplification du message sonore et il y a une augmentation de la puissance sonore qui arrive à l'oreille interne dans un rapport environ de 1 à 20 entre ce qui arrive au niveau du tympan et ce qui arrive au niveau de l'oreille interne. Donc, revoici un dessin que je vous ai montré hier qui remontre bien le pavillon auriculaire, le conduit auditif externe, légèrement coudé, puis le tympan au fond. Ce qu'il faut bien comprendre également, et on reviendra là-dessus dans la deuxième partie de ce topo, dans les explorations de l'audition, c'est que un son qui est envoyé vers le tympan va être effectivement, pour une bonne part, transmis du tympan vers la chaîne des osselets et donc vers l'oreille interne, mais également une partie du son va être directement transmis
du tympan par voie aérienne à l'intérieur de la caisse du tympan vers l'oreille interne. C'est ce qui vous permettra de comprendre que quelqu'un qui a une rupture de la chaîne des osselets pour une raison X va avoir une surdité, mais une surdité qui n'est pas totale. Il y a une atténuation de l'ordre de 60 décibels quand la chaîne des osselets n'existe pas. Il y a 60 décibels de perte à ce moment-là du son qui arrive à l'oreille interne. Mais la partie du son qui arrive à l'oreille interne donc n'est pas nulle. Et enfin, tout son qui vient heurter un obstacle, notamment le tympan, va être en partie réfléchi vers l'extérieur, et ça sera à la base d'un examen que l'on va revoir tout à l'heure, que l'on appelle l'impédancemétrie. Peu importe le nom pour l'instant. Alors, pour que ce système puisse fonctionner, eh bien, il y a un certain nombre de contraintes. Tout ça, vous l'avez sur le polycopier qui est à votre disposition à la fin. Donc, pour que le système fonctionne, d'une part, il faut que l'oméa acoustique externe soit libre, donné de l'examen clinique. Il faut également que le tympan soit normal. Ce tympan, il peut être anormal pour plusieurs raisons. Il peut être perforé, donc pour que ça fonctionne normalement, il ne faut pas qu'il y ait de trou dans le tympan. Il faut que le tympan soit en position normale, donc qu'il ne soit pas rétracté ni bombant. Il faut que le tympan reste fin, qu'il ne soit pas épaissi, notamment par une inflammation. Il faut qu'il y ait de l'air dans la caisse du tympan, et il faut que cet air soit à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression ambiante. Vous avez tous fait l'expérience, à l'occasion d'une petite inflammation, d'un rhume, etc. Si vous changez d'altitude, que ce soit en montagne ou en avion, vous avez une sensation de surdité, simplement parce que l'équilibration des pressions ne va pas se faire aussi facilement que normalement. Il ne faut pas qu'il y ait de liquide dans l'oreille moyenne. En cas d'otite, il y a une altération de l'audition. Il ne faut pas qu'il y ait d'hyperlaxité du tympan, c'est-à-dire le tympan est une membrane fibreuse, mais qui a une certaine résistance. Il ne faut pas qu'il soit trop souple. S'il est trop souple, eh bien, ça ne transmet pas très bien les sons. Puis ensuite, pour que la chaîne des osselets fonctionne normalement, il faut qu'elle soit ni bloquée, ni rompue. Donc, tout ça, c'est du bon sens, mais ça explique qu'un certain nombre de facteurs vont pouvoir intervenir sur l'audition. Il faut bien se rendre compte que chez un patient qui va venir consulter pour un trouble de l'audition, on va commencer par un examen otoscopique, c'est-à-dire un examen du conduit auditif et du tympan, et tous ces différents caractères, on va pouvoir, avec un peu d'expérience, les analyser à l'examen otoscopique. Au niveau de la chaîne des osselets, c'est un peu plus difficile, puisque cette chaîne des osselets est à l'intérieur de la caisse du tympan. Quelquefois, on peut quand même se rendre compte à l'examen otoscopique que la chaîne des osselets est rompue, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, revoici un dessin que je vous ai montré hier. Ça, c'est une vue interne
de la chaîne des osselets, la vue interne du tympan. Voici la face interne du tympan, le manche du marteau qui est adhérent au tympan, le col du marteau, la tête du marteau, l'enclume ou incus avec sa courte apophyse, sa longue apophyse qui vient s'articuler sur l'étrier. Les osselets sont suspendus par des ligaments qui doivent rester souples pour que ça fonctionne normalement. Et puis, il y a deux muscles qui aboutissent sur les osselets. D'une part, le muscle tenseur du tympan, autrefois appelé muscle du marteau, qui a un trajet parallèle à la trompe d'Eustache et qui vient s'insérer sur le col du marteau. Et puis, deuxième muscle dont on a déjà parlé et sur lequel on reviendra, le muscle de l'étrier, innervé par le nerf facial, qui va donner un tendon qui vient s'insérer sur le stapes. C'est le muscle stapédien. Et on va revoir cette notion tout à l'heure de réflexe stapédien. Je reviens maintenant sur le labyrinthe proprement dit. Donc, je vous ai dit hier que ce que l'on représente ici, là, en pointillé, c'est en fait l'intérieur de la cavité creusée dans le bloc labyrinthique. Ce labyrinthe osseux communique avec la caisse du tympan par deux fenêtres. La fenêtre ovale, qui correspond à la platine de l'étrier, et deuxièmement, en dessous du promontoire, la fenêtre ronde ou fenêtre tympanique, qui est fermée par une membrane fibreuse. Alors que la fenêtre ovale, la platine de l'étrier, c'est une plaque osseuse fine, entourée d'un ligament souple pour que cet étrier puisse avoir une certaine mobilité. Je vous ai expliqué hier qu'à l'intérieur de ce labyrinthe osseux, on a un liquide, la périlymphe, pratiquement identique au liquide cérébrospinal. Puis, ça sature un peu si je parle trop près. Puis, à l'intérieur de ce liquide, la périlymphe, on a le labyrinthe membraneux, avec ici le labyrinthe membraneux de la cochlée, puis communiquant de la cochlée vers le vestibule, ici le sacule et l'utricule qui font partie du vestibule, c'est l'organe de l'équilibre, avec les canaux semi-circulaires, dont je vous reparlerai tout à l'heure, de 11h à midi et demi. Donc, le rôle de l'oreille interne, le labyrinthe qui contient la périlymphe, les deux fenêtres, ovales ou vestibulaires, rondes ou cochléaires, et dans la cochlée, on a deux cavités contenant de la périlymphe, la rampe vestibulaire et la rampe cochléaire, qui communiquent entre elles au sommet de la cochlée. Voici la rampe vestibulaire, ici. Donc voilà l'étrier
qui communique avec la périlymphe, enfin qui est en contact avec la périlymphe. Voici la rampe vestibulaire qui contient la périlymphe, qui remonte jusqu'au sommet de la cochlée. Et au sommet de la cochlée, il y a communication avec la rampe descendante ou rampe tympanique, qui vient se terminer au niveau de la fenêtre ronde. Ces deux fenêtres sont indispensables au bon fonctionnement de la cochlée, puisque vous avez la notion que les liquides sont incompressibles, et donc, lorsque, en vibrant, l'étrier est repoussé vers le dedans, eh bien, la fenêtre ronde, elle, va être repoussée vers le dehors, vers la caisse du tympan, et inversement. Donc ces deux fenêtres vont se mobiliser en opposition de phase. Voici maintenant représentée de manière plus schématique la cochlée qui a été déroulée. Donc, on sait maintenant que la cochlée, c'est comme c'est un canal enroulé sur lui-même, 2 tours et demi de spire, comme un limaçon. Et voici ce limaçon donc complètement déroulé, avec ici l'étrier, la fenêtre ovale, la rampe tympanique, la rampe vestibulaire qui contient la périlymphe, ici en grisé, qui communique avec la rampe tympanique qui se termine au niveau de la fenêtre ovale. De la fenêtre ronde, pardon, lapsus. Alors, vous voyez une chose qui est représentée sur ce dessin, c'est à la fois vrai et faux. On vous montre ici une communication qui semble directe entre le liquide cérébrospinal et la périlymphe. En fait, cette communication, elle n'est pas du tout aussi perméable que ça peut apparaître sur ce dessin. Hein, c'est une communication, mais extrêmement fine et bien sûr pas du tout à plein canal. Mais ceci a pour but de vous montrer que la périlymphe a une composition ionique assez proche du liquide cérébrospinal, alors que l'endolymphe, qui est représenté ici au centre en blanc, a une composition ionique tout à fait différente, hein, riche en potassium, pauvre en sodium, l'endolymphe étant résorbé au niveau du sac endolymphatique. Dans la cochlée, on a donc le canal cochléaire qui correspond au labyrinthe membraneux. Et dans ce canal cochléaire, on a l'organe de Corti. Cet organe de Corti, vous l'avez vu hier matin en histologie, je vous en ai reparlé également hier en anatomie. Il contient des cellules ciliées, internes et externes, une membrane tectoriale, et la membrane basilaire. On va revoir tout à l'heure ces différents niveaux pour comprendre comment fonctionne ce système. Il y a au niveau de l'organe de Corti proprement dit un aspect tout à fait dynamique qui va transformer l'énergie mécanique en impulsion donc électrique.
Il y a une autre notion qu'il faut retenir, c'est que ces cellules ciliées internes qui sont disposées tout le long donc, du labyrinthe membraneux ont une disposition tonotopique. On entend par disposition tonotopique le fait que chaque cellule correspond à une fréquence donnée, un peu comme les notes d'un piano, hein, vont s'échelonner des graves aux aigus sur le clavier. Les cellules ciliées externes ne sont pas des cellules ciliées, des cellules sensorielles proprement dites, mais des cellules qui vont avoir pour rôle d'augmenter la discrimination fréquentielle, donc qui vont améliorer la finesse du message. Voici donc à nouveau, ici, la cochlée sectionnée sur un tour de spire avec la rampe vestibulaire, la rampe tympanique qui contiennent la périlymphe. Puis, le labyrinthe membraneux, représenté ici, avec l'organe de Corti qui contient les cellules ciliées externes, une rangée de cellules ciliées externes et 3 rangées de cellules ciliées, qui contient une rangée de cellules ciliées internes et 3 rangées de cellules ciliées externes. Et surmontant ces cellules ciliées, la membrane tectoriale, qui est une membrane qui donc baigne dans l'endolymphe, qui remplit ce labyrinthe membraneux. Cette membrane tectoriale, vous voyez qu'elle a une insertion assez fine et qu'elle vient reposer juste au-dessus des cellules ciliées. D'autre part, on voit très bien ici qu'à partir des cellules ciliées, on a les premiers neurones, le protoneurone, avec son axone, ses dendrites, qui vont jusqu'au corps cellulaire dans le ganglion de Corti, puis l'axone qui part dans le méacoustique interne vers le tronc cérébral. Voici à plus fort grossissement ce qu'il en est. Donc, une rangée de cellules ciliées internes, 3 rangées de cellules ciliées externes. Je pense que vous avez vu ça en histologie, mais je reviens dessus parce que j'ai regardé le diaporama de mon collègue. Je ne suis pas sûr que ça ressorte vraiment. Le fonctionnement de ces cellules ciliées externes. Les cils de ces cellules ciliées externes sont adhérentes à la membrane tectoriale, alors qu'elles ne le sont pas pour les cellules ciliées internes. D'autre part, une grande découverte qui date d'une vingtaine d'années, très importante pour comprendre le fonctionnement de la cochlée, c'est que les cellules ciliées externes ont un caractère contractile. Et ceci est fondamental. Ça a complètement changé, depuis 20 ans environ, l'interprétation que l'on avait du fonctionnement de la cochlée. Voici une notion que vous avez dû voir hier, donc ces cellules ciliées avec des cils émergents, un cil prédominant. Je ne reviens pas sur tous ces petits détails, ça nous intéresse moins directement. Par contre, voici ici ce schéma
qui résume ce que je viens de vous dire. Les cellules ciliées externes ont des cils adhérents à la membrane tectoriale. Alors que ce n'est pas le cas pour les cellules ciliées internes. Je vous ai dit qu'il y avait une représentation tonotopique dans la cochlée, c'est-à-dire que la base de la cochlée, le premier tour de spire, correspondent aux fréquences les plus aiguës, audibles par la cochlée humaine, et le sommet de la cochlée correspond aux sons les plus graves. Ce son est transmis par les voies cochléaires dont on a parlé hier vers le cortex temporal des deux côtés et au niveau du gyrus T1, première circonvolution temporale, il y a également, mais ça c'est beaucoup plus difficile à analyser, une certaine représentation tonotopique aussi dans le gyrus temporal. Donc une espèce de spécialisation en fonction des fréquences reçues. On va revenir un instant sur la photo, celle-ci, qui vous permet de comprendre comment fonctionne l'audition. Lorsque le son a été transmis de l'extérieur, donc il a été transmis au tympan, puis à la chaîne des osselets, et l'étrier se mettant à vibrer, l'étrier va transmettre son énergie vibratoire à la périlymphe dans la rampe vestibulaire. Cette onde remonte jusqu'au sommet de la cochlée et redescend par la rampe tympanique vers la fenêtre ronde. Lors de son trajet descendant, cette onde va, selon la fréquence du son, va faire vibrer la membrane basilaire sur laquelle repose l'organe de Corti, ici représenté en gris. Elle va la faire vibrer à un endroit assez spécifique, fonction des caractéristiques de l'onde vibratoire, en fonction de la fréquence. Lorsque cette onde donc fait vibrer la membrane basilaire, cela va pousser les cellules ciliées externes vers la membrane tectoriale et les stimuler. Cette stimulation va alors déclencher la contraction des cellules ciliées externes. Et ça n'est pas uniquement une vue de l'esprit, on a des films en microscopie où on voit ces cellules se contracter réellement sur des préparations, bien sûr, de labo. Lorsque ces cellules ciliées externes se contractent, elles vont attirer la membrane tectoriale vers elles, vers le bas. Et à ce moment-là, cette membrane tectoriale, attirée vers le bas, va venir au contact des cils des cellules ciliées internes et venant au contact, elles vont modifier la forme de ces cils, elles vont entraîner une flexion de ces cils. Eh bien, la flexion des cils des cellules ciliées internes va générer un potentiel d'action nerveux. C'est à ce niveau précis
qu'il y a la transformation d'une énergie mécanique en une énergie électrique, nerveuse, sur le même principe que ce que vous connaissez, hein, un briquet à quartz, vous appuyez sur le quartz et ça déclenche une énergie électrique, une étincelle. Donc, les cellules ciliées externes ne vont avoir qu'un rôle d'amplification du message à un niveau bien spécifique pour entraîner donc une stimulation fréquentielle des cellules ciliées internes à un endroit tout à fait particulier en rapport avec la fréquence du son reçu. Et à l'inverse, lorsque ces cellules ciliées externes sont détruites, eh bien, il y a une modification qualitative du son, c'est-à-dire que le son perd de sa netteté et par analogie, ça pourrait donner ce que l'on obtient si sur votre poste de radio, vous n'êtes pas exactement centré sur la fréquence de la station que vous voulez écouter, mais juste à côté, eh bien, le son est un petit peu déformé et n'est pas très facile à comprendre. Eh bien, c'est tout à fait ce que ressentent des patients qui ont eu des altérations des cellules ciliées externes. Alors maintenant, on va aborder donc la sémiologie de l'audition. Et pour ça, il faut voir comment on va, quels sont les moyens d'étude de l'audition. Comme toujours en médecine, avant de se lancer tête baissée dans des explorations quelquefois très sophistiquées, il faut interroger le patient pour lui faire expliquer ce qu'il ressent, depuis combien de temps, est-ce que c'est brusque ou progressif, etc. Est-ce que c'est uni ou bilatéral? Enfin, on lui demande de préciser les caractères de ses troubles auditifs. Puis, deuxième notion, d'emblée, on va faire un examen otoscopique, notamment pour aller vérifier si cette surdité en question n'est pas due à un simple obstacle du conduit auditif externe et qui serait éventuellement facile à résoudre. Ensuite, on va commencer à étudier l'audition par l'acoumétrie. Qu'est-ce que c'est que l'acoumétrie? C'est l'étude de l'audition par tout système non électronique. Première notion, déjà la voix. On remarque tout de suite si en parlant à voix normale, le patient entend ou pas, puis on peut affiner en lui parlant avec une voix chuchotée pour lui demander de répéter ce qu'on lui dit, etc. Ce bilan acoumétrique va également utiliser des diapasons. Ces diapasons, donc, qui émettent des sons purs. Ça a l'avantage de ne jamais tomber en panne. Et ça va permettre, grâce à quelques tests, de faire d'emblée la distinction entre deux types de surdités, les surdités de transmission et les surdités de perception. Pardon, je reviens. Alors,
revenir en arrière. Voilà, pardon. Je pensais qu'il y avait des diapos qui explicitaient un peu plus les choses. Alors, dans les examens acoumétriques, on va utiliser deux tests qui sont très faciles à réaliser. Premièrement, le test de Weber. Ce test de Weber consiste à prendre un diapason grave, c'est-à-dire d'intensité 128 ou 256 Hz, à le faire vibrer et à le placer au milieu du front, appuyé sur le front, le pied du diapason appuyé sur le front. Un patient ayant une audition normale va entendre le son dans toute la tête ou dans les deux oreilles en même temps. Partons maintenant de l'hypothèse d'un patient qui vient pour une surdité droite. Eh bien, dans son cas, deux hypothèses. Si le son de ce diapason est ressenti dans l'oreille la meilleure, c'est-à-dire l'oreille gauche, il s'agit d'une surdité droite de perception, c'est-à-dire neurosensorielle. À l'inverse, si le son est perçu dans l'oreille droite, ceci est en faveur d'une surdité de transmission, c'est-à-dire d'origine mécanique. Si vous ne vous souvenez plus de ce test, vous pouvez le reproduire sur vous-même. Vous prenez d'une main le diapason que vous faites d'abord vibrer, que vous mettez au milieu du front. Si vous avez une audition normale, vous entendez dans toute la tête. À ce moment-là, vous vous bouchez l'oreille droite, par exemple, et vous allez entendre le son dans l'oreille droite, puisque vous vous créez, en bouchant l'oreille, une surdité de transmission droite. Deuxième test, le test de Rhine. Le test de Rhine est un test pratiquement aussi facile. On prend toujours ce même diapason grave que l'on fait vibrer et que l'on va faire écouter au patient à quelques centimètres de son oreille, puis, immédiatement après, on va placer le pied du diapason sur la mastoïde. Et l'on va demander au patient s'il entend mieux en avant, c'est-à-dire en conduction aérienne, ou en arrière, en conduction osseuse, quand le diapason est appuyé sur la mastoïde. En cas d'audition normale, le son est mieux perçu en conduction aérienne qu'en conduction osseuse. En cas de surdité de perception, c'est-à-dire neurosensorielle, c'est la même chose. Le son est mieux perçu en conduction aérienne qu'en conduction osseuse, ou bien de manière pratiquement identique. Par contre, en cas de surdité de transmission, c'est-à-dire mécanique,
le son est mieux perçu en conduction osseuse qu'en conduction aérienne. Et le test est flagrant. Donc, ces deux tests dont on vient de parler, test de Weber et test de Rhine, qui demandent chacun 10 ou 15 secondes pour les réaliser, qui sont atraumatiques, vont permettre déjà d'orienter le diagnostic soit vers une surdité de transmission, soit vers une surdité de perception. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, une surdité de transmission de type mécanique, c'est le tympan ou les osselets qui fonctionnent mal, et on va être d'emblée orienté vers un certain nombre de causes bien précises qui peuvent être améliorables, notamment chirurgicalement. En cas de surdité de perception, c'est-à-dire neurosensorielle, il va falloir compléter le bilan pour savoir si cette surdité vient de l'oreille interne ou bien du nerf auditif, enfin des voies cochléaires. Après ces premiers tests, on va mesurer l'audition, c'est-à-dire réaliser une audiométrie tonale. Donc, l'audiométrie tonale va faire entendre aux patients des sons purs et tonal liminaire. Ce terme de liminaire veut dire qu'on recherche le seuil auditif du patient. La fréquence des sons est exprimée en Hertz, en abrégé H majuscule, Z minuscule, et l'intensité du son est exprimée en décibels, D minuscule, B majuscule. C'est terminologie internationale. On va ensuite tester l'audition du patient en conduction aérienne, c'est-à-dire en lui mettant des écouteurs classiques qui viennent s'appuyer sur le pavillon de l'oreille, puis en conduction osseuse, c'est-à-dire avec un vibrateur qui va être appliqué sur la mastoïde et qui va envoyer des sons directement à la mastoïde. Pour chaque son que l'on va étudier, on va envoyer d'abord le son à une intensité relativement moyenne ou forte, puis on va diminuer progressivement jusqu'à disparition du son pour le patient, et on lui demande, soit par un geste plutôt que par la parole, de signaler le moment où il n'entend plus le son. Et donc, on va étudier comme ça chaque fréquence pour repérer le niveau auditif de chaque fréquence. Et on obtient des courbes que l'on va voir maintenant. L'audition humaine varie dans les meilleures conditions d'environ 20 Hz à 20 000 Hz. Je dis dans les meilleures conditions parce que, compte tenu des stimuli sonores auxquels on est soumis, et dans notre société on y est soumis de plus en plus, l'altération de l'audition commence de plus en plus tôt. Et vous êtes déjà en phase descendante. C'est-à-dire que vous avez probablement déjà une audition qui est moins performante que quand vous aviez 15 ans. En pratique, on étudie sur l'audiogramme l'audition des fréquences 125 Hz à 8000 Hz, avec des paliers, vous voyez, où on double la fréquence à chaque fois. Puis, sur ce diagramme, on représente en ordonnée
l'échelle des puissances en décibels. Alors, une notion, voici le niveau 0. Ce niveau 0 décibel n'est pas un zéro mathématique, c'est le niveau moyen du seuil auditif de patients de 20 ans qui n'ont pas d'antécédents otologiques. Mais en biologie, la normalité, c'est une fourchette, et vous avez des gens qui entendent au-dessus, au-delà de la moyenne, hein, qui entendent mieux que la moyenne. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici une courbe, un pic qui remonte à moins 5, voire moins 10 décibels. C'est donc des patients qui perçoivent des sons encore plus faibles que la moyenne. Ce zéro, je vous ai dit que ce n'était pas un zéro mathématique. Vous avez des animaux qui entendent beaucoup mieux que nous, hein, avec des performances nettement décuplées. Et on estime que la courbe est normale jusqu'à moins 10 décibels de perte, c'est-à-dire le fait d'envoyer un son à 10 décibels pour qu'il soit perçu à la limite. Pour chaque, alors cet examen audiométrique, pour être reproductible, doit se passer dans une cabine insonorisée avec des appareils calibrés pour qu'ils soient comparables d'une fois sur l'autre. C'est ce diagramme de représentation des courbes audiométriques, sont des diagrammes internationaux qui permettent du premier coup d'œil de comprendre quel est le seuil auditif. Donc, pour chaque fréquence, on envoie d'abord un son assez fort, puis on diminue progressivement, et à un moment, le patient qui entendait le son doit lever, signale, hop, baisse le doigt, puisqu'il ne l'entend plus, et on va repérer à chaque fois le seuil du dernier son entendu. On tire une courbe. Et cette courbe, donc, que l'on trace entre les différents points, permet de voir d'emblée ici qu'on a une audition normale, c'est-à-dire une courbe qui est pratiquement sur le zéro. Voici maintenant différents types de courbes auditives. Alors, il faut bien comprendre qu'on va envoyer ces sons donc par voie aérienne. On trace un premier type de courbe, puis on change d'écouteur, on utilise un vibrateur et on va tracer ensuite un deuxième type de courbe qui est la courbe osseuse. La courbe aérienne traduit le niveau global de l'audition, puisque le son est envoyé de l'extérieur, c'est la manière dont le patient le perçoit. La courbe osseuse va être transmise par l'os jusqu'au labyrinthe et va traduire l'état de l'oreille interne. Si l'on fait donc un examen audiométrique et que l'on obtient ce type de courbe, ici, la conduction aérienne est abaissée, la conduction osseuse est conservée. Ça veut dire que globalement, le patient a une surdité ici autour de 45 décibels de perte, mais son oreille interne est normale. La courbe osseuse est normale, donc l'oreille interne est normale. Donc, la différence qui existe entre les deux courbes signifie que la surdité est une surdité de transmission
dû à un problème mécanique. Troisième courbe, ici, les deux courbes, aériennes et osseuses, sont altérées de la même manière, c'est-à-dire que le patient a une perte auditive globale, grosso modo, de 50 décibels, mais son oreille interne est également autant atteinte. C'est donc une surdité de perception, c'est une atteinte neurosensorielle, donc soit de l'oreille interne, soit des voies rétrocochléaires, c'est-à-dire du nerf auditif au niveau du tronc cérébral. Et puis les choses peuvent se compliquer parce qu'on peut avoir des atteintes mixtes, c'est-à-dire dans ce dernier cas, il y a une perte significative d'environ 60 décibels avec une courbe osseuse qui est altérée mais qui est meilleure. Il y a donc une surdité avec une participation transmissionnelle mécanique et une participation de perception, donc neurosensorielle. Et bien sûr, on va pratiquer cet examen alternativement sur chaque oreille. Ensuite, ce que l'on a étudié jusqu'alors, c'était l'audiométrie tonale avec des sons purs. Mais dans la vie, on est relativement peu soumis à des sons purs. Et ce qui nous importe notamment, c'est de comprendre la voix, la conversation. Et donc, on peut réaliser également des examens d'audiométrie vocale. Cet examen, pour être reproductible et calibré, fait appel à des listes de mots qui sont enregistrés sur un CD, que l'on va envoyer aux patients à différentes intensités. Il y a un certain nombre de listes d'une dizaine de mots et pour chaque intensité, on va noter le score atteint par le patient. Par exemple, ici, à 40 décibels, il a compris 50% des mots. Ici, à 50 décibels, il a compris 100% des mots. Et par contre, à 30 décibels, il n'a rien compris. Donc on trace une courbe qui va nous donner également la notion de l'intelligibilité du patient. Est-ce que son intelligibilité est normale? Est-ce qu'elle est simplement décalée compte tenu de son hypoacousie? C'est-à-dire que si on envoie le son un petit peu plus fort, tout de suite, ça y est, il comprend mieux. Ou bien, et c'est le cas de la dernière courbe, voici une courbe d'un patient qui a une intelligibilité altérée, c'est-à-dire qu'il a une surdité, certes, on lui envoie des listes de mots à 50 décibels, il ne comprend rien. À 60 décibels, il va comprendre 30%. À 80 décibels, il comprend 70% des mots. Mais si on augmente l'intensité sonore, eh bien on voit que son score diminue. Donc même en augmentant la puissance, eh bien, il ne va jamais atteindre les 100% des mots. Et donc, ça explique également qu'un certain nombre de patients vont avoir des auditions, une intelligibilité altérée, même si avec un appareil, on augmente la puissance du son qu'on leur envoie. Troisième examen, très important, assez complexe dans son interprétation, dans son principe, mais très simple à réaliser et qui va nous donner des résultats objectifs et très importants.
c'est l'impédance-métrie. Cette impédance-métrie fait appel à un appareil complexe que l'on va revoir. Et cet examen comporte deux parties. La tympanométrie, qui est l'étude de la souplesse du système tympano-auriculaire. Et deuxièmement, l'étude du réflexe stapédien. L'appareil. Voici un schéma qui semble bien compliqué. Et en fait, peu importe, une fois qu'on a vu ce système, simplement, il faut voir la simplicité de réalisation de l'examen et l'intérêt que l'on en tire. Voici une oreille dans laquelle on vient placer un embout étanche qui comporte plusieurs canaux. Un premier canal va envoyer un son continu vers l'oreille. Ce son va être d'une part transmis par le tympan vers la chaîne des osselets et vers l'intérieur, mais une partie du son va être réfléchie par le tympan. Le son réfléchi va être capté par un deuxième canal et analysé par un micro sur un voltmètre avec une aiguille qui va varier en fonction de l'intensité du son envoyé. Et puis, troisième chose, on a une pompe qui permet de modifier la pression sur le tympan en réalisant soit une pression, soit une dépression pour bouger un peu le tympan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le son est réfléchi par le tympan au mieux lorsque le tympan est en position normale. C'est-à-dire que la pression à l'intérieur de la caisse du tympan est bien équivalente à la pression atmosphérique. Je passe sur les artifices mathématiques et de calcul de ces courbes, peu importe. Le principe de l'appareil, on met l'embout de manière étanche dans l'oreille du patient. Initialement, on règle la pression à plus de 100 mm d'eau, ce qui équivaut au niveau 0, puis on diminue progressivement la pression pour revenir vers la pression atmosphérique et on voit une courbe, c'est-à-dire que le voltmètre dévie de plus en plus, qui nous donne une courbe, et on obtient un pic lorsque le tympan est en position normale. Ici, voici un examen normal, donc ce pic, il est obtenu pour la pression 0, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Et si ensuite on diminue la pression sur le tympan, on attire le tympan vers le dehors en diminuant la pression, eh bien la courbe redescend. Principe donc, le pic est obtenu au niveau de la pression de l'oreille moyenne. Ceci permet d'analyser de manière objective la pression qui existe dans la caisse du tympan. Par exemple, si vous êtes enrhumé et que vous avez une impression d'oreille bouchée, c'est que vous avez une dépression dans la caisse du tympan. Eh bien, il va falloir exercer une rétraction à moins de 100 mm d'eau sur le tympan pour le ramener en position normale, puisque le tympan était rétracté vers le dedans. Il faut l'attirer vers le dehors jusqu'à obtenir le pic, et donc ce pic correspond objectivement à la pression qu'il y a dans l'oreille moyenne.
C'est un examen très simple, ça demande 30 secondes à être réalisé. Le principe de l'appareil est un petit peu compliqué, on l'a vu, mais le résultat est très facile à interpréter. Troisième notion, si l'on a du liquide dans la caisse du tympan, eh bien, le tympan lui-même est immobilisé par ce liquide, on n'a pas de pic, on a une courbe en dôme, comme ça, et de manière objective, on a une preuve qu'il existe une collection liquidienne derrière le tympan. Ça, c'est donc la première partie de l'examen que l'on appelle la tympanométrie. Cette tympanométrie, donc, permet de voir sur un tympan a priori normal que des tout petits mouvements autour de la position normale du tympan, des tout petits mouvements vont entraîner des variations de la compliance relativement importantes, hein, puisque là, la pente de cette courbe est très élevée. Pardon. Attendez, je reviens. Non, alors. Je vous ai. Ah. Pardon? Oui, ce sera plus simple. Alors, deuxième partie de l'examen, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas sorti de diapo dessus, l'étude du réflexe stapédien. Deuxième partie de l'examen de l'impédance-métrie. Lorsque l'oreille est soumise à un son qui devient traumatisant, c'est-à-dire un son environ à 85 décibels au-dessus du seuil auditif, voire plus fort. 85 décibels, ça correspond à peu près au démarrage d'une moto, hein, un son qui n'est pas très sympathique. Voilà, à peu près l'intensité. Quand l'oreille est soumise à ce son, le son est transmis par l'oreille externe, puis l'oreille moyenne, puis l'oreille interne, vers le nerf auditif jusqu'au noyau cochléaire. On a vu hier qu'il y avait des connexions du noyau cochléaire avec les olives pontiques et que ces olives pontiques étaient connectées au noyau des nerfs faciaux des deux côtés. Eh bien, lorsque le son atteint le seuil de 85 décibels, le son déclenche un réflexe par cette voie que je viens de vous décrire et entraîne, par l'intermédiaire du nerf facial, la contraction du muscle de l'étrier. Ce muscle de l'étrier, se contractant, va bloquer l'étrier, ce qui va protéger l'oreille interne en diminuant l'intensité des sons, puisque l'étrier est bloqué, l'oreille interne sera un peu protégée de ces sons traumatisants. Par cet appareil d'impédance-métrie, on peut capter le réflexe stapédien, on peut l'enregistrer. Et donc, on va mettre la sonde dont je vous ai parlé tout à l'heure dans une oreille et stimuler l'oreille contralatérale par un écouteur. On envoie un son à 85 ou 90 décibels. Ceci va déclencher donc le réflexe stapédien bilatéral
et l'on va pouvoir capter ce réflexe stapédien du côté de la sonde, côté droit. Si le réflexe stapédien est capté après une stimulation sonore de 85 décibels, c'est que le système, cet arc réflexe, fonctionne normalement. Maintenant, si le réflexe stapédien est aboli, ceci peut être dû à plusieurs problèmes. Si du côté droit, là où on a mis la sonde, on a une surdité de transmission à tympan normal. On a le patient a une surdité de transmission qu'on a mesurée par l'audiogramme et le tympan paraît tout à fait normal. La pression de la caisse du tympan est normale. On veut savoir ce qui se passe. On fait cette étude du réflexe stapédien, on stimule de l'autre côté. Le réflexe stapédien ne fonctionne pas. Où se trouve le problème? Quelque part sur l'arc réflexe que l'on a stimulé. Mais on a fait un audiogramme, on a vérifié que l'audition du côté gauche fonctionnait normalement. Est-ce que c'est une atteinte du nerf facial? Si le patient a une paralysie faciale, on a quand même toute chance de le voir en ouvrant les yeux. Donc, c'est que l'étrier ne bouge pas quand le muscle se contracte, donc c'est que l'étrier est bloqué. Et là, on a une preuve objective que la chaîne des osselets est bloquée, et plus particulièrement, ici, l'étrier. Autre intérêt de cet examen. On a un patient qui a une paralysie faciale droite. On a vérifié son audition qui est normale. On lui fait ce test. Eh bien, la première fois qu'on fait le test, le réflexe stapédien droit ne fonctionne pas. Ça va dans le cadre de sa paralysie faciale. Et il y a toute chance que cette absence de réflexe stapédien soit due à la paralysie faciale. Deuxième éventualité, on refait l'examen 15 jours après. Ce patient a toujours sa paralysie faciale, mais le réflexe stapédien a récupéré du côté de la paralysie. Eh bien, ça veut dire que la paralysie est en train de récupérer. Et ça, c'est la première branche enregistrable qui a été mise en évidence. La récupération a déjà atteint le niveau de l'étrier. Il y a des chances que ça continue vers la périphérie. Là encore, troisième hypothèse, troisième intérêt de ce type d'examen. Un patient a une paralysie faciale droite. On lui fait le test. S'il a un réflexe stapédien conservé de ce côté-là, ceci signifie que l'atteinte du nerf, elle est située en aval de l'émergence de cette branche du nerf stapédien. Par contre, si le réflexe est aboli avec la paralysie faciale, d'emblée, c'est le signe que la topographie de la lésion est située en amont de l'émergence de cette branche. Donc, ceci permet de faire un bilan topographique de la lésion du nerf facial en cas de paralysie faciale. Et là aussi, par un examen extrêmement simple. Et puis, on peut multiplier les examens, enfin les interprétations.
Je vous ai dit que le réflexe stapédien se déclenche quand on envoie un son environ à 85 décibels au-dessus du seuil auditif. Ça, c'est à l'état normal. Si maintenant, un patient signale une surdité, droite, voire bilatérale, pourquoi pas, on lui fait l'audiogramme, on trouve des courbes très abaissées, mais l'audiogramme, c'est un examen subjectif, c'est le patient qui répond, et il répond un peu comme il veut. Et il y en a qui répondent de manière bizarre. Eh bien, si on lui fait une impédancemétrie et une recherche du réflexe stapédien, si on trouve des réflexes stapédiens à des seuils normaux, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Ça peut être un simulateur, il y en a, pour un certain nombre de raisons. Il y en a qui ne sont pas très bien dans leur tête, il y en a que c'est pour des raisons juridiques ou de remboursement, d'assurance, etc. Peu importe les raisons. Une autre éventualité, mais qui est plus rare, c'est le cas d'un trouble auditif que l'on appelle le recrutement. Qu'est-ce que le recrutement ? C'est une distorsion d'intensité sonore. Ça veut dire qu'à intensité sonore égale, l'oreille qui recrute perçoit plus fort que l'oreille saine. Imaginez un patient qui a une surdité droite. On a fait un audiogramme, il a une surdité de perception à moins 40 décibels à droite. Quand ce patient, on lui envoie un son à 30 décibels, l'oreille gauche entend très bien ce son, à droite, il n'entend rien. On envoie, il a un seuil, j'ai dit, à 40 décibels. On envoie un son à 50 décibels, l'oreille gauche entend très bien, un peu plus fort, l'oreille droite commence à entendre ce son. Voilà, l'oreille droite commence à entendre le son puisqu'on est 10 décibels au-dessus du seuil. J'envoie maintenant un son à 70 décibels, l'oreille gauche l'entend encore un peu plus fort, l'oreille droite l'entend de manière très très forte, alors que l'on n'est que 30 décibels au-dessus du seuil auditif. C'est-à-dire que cette oreille droite qui présente un recrutement perçoit les sons de manière plus forte que l'oreille gauche. Un patient qui a un recrutement a une plage de confort auditif très réduite par rapport à une oreille normale. Sur une oreille normale, la plage de confort auditif, elle est de l'ordre de 80 décibels à peu près, entre le seuil auditif et le niveau où les sons deviennent traumatisants. Un patient qui a un recrutement va avoir une plage de confort auditif très réduite. Ce phénomène de recrutement survient essentiellement dans des atteintes endocochléaires, c'est-à-dire des surdités de perception dont l'origine est dans la cochlée. Eh bien, on a la possibilité de mesurer objectivement ce recrutement en cherchant le seuil de déclenchement du réflexe stapédien. En l'occurrence, pour reprendre le même exemple que je vous donnais, ce patient a une surdité de 40 décibels à droite. Le réflexe stapédien du côté gauche se déclencherait à 85 décibels. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi cette manière de parler. Du côté
droit, quand on stimule l'oreille normale à 70 décibels, je vais déclencher le réflexe stapédien du côté droit. D'accord? Vous n'avez pas compris. Ce patient a une perte auditive de 40 décibels à droite. Normalement, le réflexe stapédien se déclenchant 85 décibels au-dessus du seuil auditif, il faudrait lui envoyer un son à 125 décibels pour déclencher le réflexe stapédien. Or là, il suffit de stimuler le... Non, je me plante, pardon. Oh. Excusez-moi. C'est l'oreille droite qui recrute. Donc, c'est en stimulant l'oreille droite à 70 décibels, puisque cette oreille droite perçoit le son de manière anormale et beaucoup trop intense, que je vais déclencher un réflexe stapédien du côté gauche à 70 décibels. D'accord ? Autre phénomène particulier, le relapse ou fatigabilité auditive. Cette fatigabilité auditive, c'est un phénomène anormal. Quelqu'un qui a une audition normale, vous cherchez son seuil auditif, puis vous envoyez un son 10 décibels au-dessus de ce seuil auditif, le son va être perçu par le patient aussi longtemps qu'on va envoyer la stimulation. Quelqu'un qui a un relapse ou fatigabilité auditive, vous cherchez son seuil auditif, puis vous envoyez un son 10 décibels au-dessus, comme précédemment, et vous lui demandez de signaler tant qu'il entend le son. Par exemple, il va garder le doigt levé, quand il n'entend plus, il baisse le doigt. Eh bien, au bout de 30 secondes ou une minute, il a l'impression que le son disparaît. À ce moment, on va réaugmenter l'intensité encore de 5 décibels, donc on sera 15 décibels au-dessus du seuil. À nouveau, il va entendre pendant 30 secondes, une minute, puis le son va disparaître. Donc, contrairement à une oreille normale, le système auditif se fatigue et au bout de quelques secondes, le son a tendance à disparaître. L'existence d'un relapse, une fatigabilité auditive, est en faveur d'une origine rétrocochléaire, c'est-à-dire d'une atteinte au niveau du nerf auditif ou du tronc cérébral. Maintenant, pour vérifier si une surdité de perception est due à une atteinte endocochléaire ou rétrocochléaire, on va utiliser le système des potentiels évoqués auditifs. Le principe, on place des électrodes autour des oreilles, puis sur le front, la tête du patient, et on va stimuler chaque oreille avec des écouteurs qui vont envoyer des sons extrêmement brefs que l'on appelle des clics, peu importe. Et on va envoyer un grand nombre de stimulations. Habituellement, on envoie 1000 stimuli à raison de 20 par seconde, hein, c'est un peu mitraillette. Et de manière synchronisée avec chaque stimulus sonore, chaque clic, on va enregistrer l'électroencéphalogramme du patient. On demande bien sûr au patient d'être au calme, etc., de ne pas bouger, de fermer les yeux, etc. Mais
continue à y avoir une activité électroencéphalographique. Cela dit, comme on fait une sommation rythmée avec les stimuli, globalement, tout ce qui n'est pas lié aux activités auditives, eh bien, vont avoir statistiquement autant de pics positifs que négatifs et vont finir par s'annuler. Et l'on va extraire progressivement des pics qui apparaissent sur la courbe, sur l'écran, qui correspondent aux différents neurones des voies cochléaires, ce qu'on a vu hier. Et le principe d'interprétation de l'examen, ensuite, va être de mesurer les latences entre les différents pics. Donc, vérifier si cette latence elle est normale ou si la latence est allongée. Lorsque les latences sont allongées, ceci est en faveur d'une origine rétrocochléaire. Si les latences sont normales, c'est en faveur d'une origine endocochléaire de la surdité. Cet examen, on va le faire à différentes intensités. On va commencer à 100 décibels, puis on va diminuer progressivement. Et en diminuant progressivement l'intensité des stimuli, les courbes, là, vont aller en diminuant jusqu'à disparaître lorsqu'on va arriver au niveau du seuil auditif. Donc ça, les potentiels évoqués auditifs sont également un moyen d'étudier objectivement un seuil auditif, approximatif, mais qui va quand même nous renseigner. Enfin, en cas de pathologie centrale du tronc cérébral, par exemple comme dans une sclérose en plaques ou d'autres maladies dégénératives, on aura éventuellement disparition de toute courbe, même à forte intensité. Ceci est en faveur donc d'un problème du tronc. Alors voilà le type de courbe que l'on obtient. Et donc on voit les pics diminuer progressivement. Il y a d'autres examens qui sont moins fréquents. L'audiométrie des hautes fréquences. Je vous ai dit tout à l'heure que l'oreille humaine, chez le jeune, va dans les aigus jusque vers 20 000 Hz. Vous avez déjà probablement perdu un peu, surtout si vous stimulez un peu vos oreilles avec des musiques très fortes. Et un moyen de détecter des atteintes précoces de l'audition, c'est d'étudier l'audition de ces hautes fréquences, donc qui sont complètement au-delà des fréquences conversationnelles, pour voir, et notamment chez des patients à qui l'on va donner des traitements ototoxiques, donc toxiques pour l'oreille interne, s'il commence à y avoir une altération de l'audition avant que celle-ci soit cliniquement décelable. Autre examen, les auto-émissions spontanées provoquées. Je n'entre pas trop dans le détail, sachez simplement que les cellules ciliées externes, qui sont contractiles, lorsqu'elles se contractent, émettent un bruit. Ce bruit, il est totalement infime, mais on peut l'enregistrer. C'est le principe de cet examen. Cet examen, donc, sur le principe très sophistiqué, sur le résultat est facile à réaliser et va donner des résultats objectifs permettant d'affirmer, par exemple chez un nourrisson, que l'audition est normale. Si on enregistre des auto-émissions, c'est que l'audition est normale ou subnormale, mais qu'elle est très peu atteinte.
Donc c'est un examen qui est beaucoup utilisé pour étudier l'audition des nourrissons. Dans la sémiologie auditive, il n'y a pas uniquement que les problèmes de surdité, mais il y a également les acouphènes. Qu'est-ce que sont les acouphènes? Ce sont des bruits signalés par les patients. Ces bruits sont de 3 types. La très grande majorité des acouphènes sont des acouphènes subjectifs, c'est-à-dire que le patient signale qu'il entend des bourdonnements ou des sifflements d'oreilles qui peuvent être plus ou moins gênants. C'est quelque chose de fréquent et en plus c'est quelque chose sur lequel on est un peu désarmé du point de vue thérapeutique. On n'a pas beaucoup de thérapeutiques très efficaces à proposer. Deuxième type d'acouphènes, les acouphènes objectifs. Les acouphènes objectifs sont des acouphènes que l'entourage va éventuellement pouvoir percevoir. Et ce sont essentiellement des bruits pulsatiles, rythmés par le pouls. Eh bien, chez un patient qui se plaint d'acouphènes pulsatiles, il faut, après examen otoscopique, voir ce qui se passe dans son oreille, faire un examen extrêmement simple. Vous prenez votre stéthoscope et vous lui posez sur la tête, autour de l'oreille, et dans le cou, mais surtout sur la tête. À l'état normal, vous n'entendrez rien de particulier. Si par contre, vous entendez un souffle au moment où vous placez votre stéthoscope autour de l'oreille, eh bien vous avez la preuve objective qu'il y a une anomalie vasculaire. Ça peut être un anévrisme, ça peut être une fistule artério-veineuse, et donc ceci implique des examens complémentaires d'imagerie pour aller rechercher cette lésion. Mais pensez-y, ça ne coûte rien, ça n'est pas traumatisant pour le patient, ça demande 5 secondes et vous ferez des diagnostics très brillants simplement en pensant à mettre le stéthoscope sur la tête. Hein, et en plus, vous sauverez peut-être la vie du patient si on diagnostique suffisamment tôt un anévrisme qui peut être traitable. Dernier type d'acouphène, un peu particulier, c'est très rare, mais quelquefois on se fait piéger. Vous avez des joyeux lurons ou joyeuses luronnes qui viennent consulter en disant « j'entends des bruits bizarres, ça me dérange, ça me réveille, etc. » Et vous commencez à les interroger, à leur faire préciser. Ils sont comment, vos bruits? Qu'est-ce que c'est? Des bourdonnements, des sifflements? Non, non, pas du tout, etc. J'entends des jurons, et puis j'entends des chansons bizarres, etc. Bon, ça, c'est du gibier de psychiatre, et l'orientation doit être différente. Ce n'est pas un problème purement otologique, c'est des patients qui ont des délires plus ou moins compliqués à explorer en psychiatrie. Retenez de manière globale les différents types d'acousie, on en a largement parlé. Surdité de transmission, c'est d'origine mécanique, ça va pouvoir être amélioré chirurgicalement. Surdité de perception, c'est d'origine neurosensorielle, et il va falloir déterminer si ça vient de l'oreille interne ou du nerf auditif, donc par les différents examens, notamment les potentiels évoqués auditifs dont je vous ai parlé. Je reviens un peu sur une diapo que je vous ai présentée tout à l'heure. Dans les surdités de transmission,
ça peut être dû à un certain nombre de facteurs donc, que l'on a déjà vus. Donc, ce n'est pas la peine de tout réécrire, tout ce que vous avez déjà vu, mais voilà les différentes causes. Donc, dans les hypoacousies de perception, soit une pathologie de la cochlée, soit une pathologie rétrocochléaire, c'est-à-dire du nerf auditif ou du tronc cérébral. Et donc, si dans le bilan, on a des arguments pour une pathologie rétrocochléaire, on va demander un examen d'imagerie pour rechercher une lésion rétrocochléaire et avec des découvertes. Quelquefois, une image que je vous ai présentée hier, on va diagnostiquer une toute petite tumeur là, qui fait 2-3 mm, minuscule, dans le conduit auditif interne. Soit on va pouvoir mettre en évidence une tumeur qui prend déjà une grande partie de l'angle ponto-cérébelleux et qui n'est déjà pas anodine, puisqu'elle vient au contact du tronc cérébral, ou une lésion énorme qui arrive pratiquement sur la ligne médiane, qui entraîne une hypertension intracrânienne et qui, à ce stade-là, met en jeu le pronostic vital. D'où l'intérêt de faire des diagnostics précoces et donc de penser à faire le bilan pour diagnostiquer plutôt des lésions à ce stade qu'à celui-ci. Bien, on a une pause officielle, donc on reprend à 11 h.